Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Jardin Forêt mois par mois. Donc là c'est le mois de février, c'est le printemps qui arrive, tout va commencer à se bousculer, il va y avoir plein de choses à faire, donc ça va être le moment de commencer à bien s'organiser. Et alors oui, c'est pas exactement le printemps dans le calendrier, mais niveau jardin, c'est quand même le moment où ça commence à bourgeonner de partout. C'est le moment où, moi en tout cas dans mon métier, on commence à se sentir complètement à la bourre, dépassé par beaucoup de choses, on n'arrive pas forcément à tout faire. D'ailleurs, c'est un petit conseil que je me donne à moi, mais je me le donne devant vous. Apprendre à accepter de ne pas tout réussir, apprendre à accepter qu'on rate des choses, que quand c'est trop tard, on le fera mieux l'année prochaine, ou on le fera tout court l'année prochaine. Mais voilà, quand on commence à se lancer dans ce genre de projet, on rate beaucoup de choses parce que voilà, là ça va être la saison où beaucoup de choses arrivent en même temps, donc on va essayer de gérer. En tout cas au niveau organisation, voilà, là je vais essayer de vous partager qu'est-ce que je vais faire moi ce mois-ci, qu'est-ce que je fais en ce moment et qu'est-ce que je vais faire là dans les jours, les semaines qui viennent. Allez, c'est parti. Bon, dans les choses qu'il y a à faire, dans les choses géniales, je dirais, de printemps, ça y est, c'est la période où on va commencer les semis. Fut un temps, moi, où je les commençais en janvier même. Maintenant, je commence à me dire de plus en plus, il n'y a pas d'urgence pour beaucoup de choses. Si je peux donner un exemple un peu parlant, c'est par exemple les tomates. Il y en a beaucoup là que je vois semer les tomates dès janvier. Moi, en tant que producteur pour les maraîchers, producteur de plants, je commençais souvent en janvier mes premiers plants. Et puis, ces premiers plants prenaient un coup de froid qui les bloquait un peu, ça poussait un peu moins vite. Je faisais des semis plus tard, en février, en mars, et souvent ce qui arrivait, c'est que les semis que je faisais en février-mars rattrapaient vite ceux de janvier qui avaient été un peu bloqués par le froid, qui finissaient par repartir derrière. Mais voilà, ils avaient été un peu bloqués par le froid. Le froid, c'était des plants qui étaient un peu plus fragiles derrière. Donc voilà, pour pas mal de choses, pas d'urgence à semer trop vite. Par contre, à côté de ça, il y a dans les solanacées, pour rester dans cette famille-là, il y a des plantes qui, elles, si elles ne sont pas semées trop tôt, vont avoir du mal à être très productives dans l'année parce que ça va commencer à produire très tard, donc on a tout intérêt à les semer le plus tôt possible, mais pas trop tôt quand même. Là je pense du coup surtout à tout ce qui est aubergines, poivrons, piments, ces trucs là ça a des croissances assez lentes et ça se met à produire assez tard, donc là on peut commencer à les semer. Je vais vous partager là du coup moi un petit outil que j'utilise ici pour faire mes semis. Donc je vous mets un lien dans la description de la vidéo, un tableau que vous pourrez télécharger, c'est le tableau moi que j'utilise. Je ne peux pas vraiment un tableau, en fait c'est plusieurs pages sur lesquelles il y a tout ce qu'il y a à semer mois par mois. Donc juste je précise que cet outil c'est un outil qui est en création, ça fait un petit moment que je travaille dessus mais il n'est pas du tout abouti, peut-être qu'il ne le sera jamais. Il va être surtout intéressant à être retravaillé chacun de votre côté pour adapter selon vos régions les mois où on sème, et surtout vous allez pouvoir à chaque fois rajouter toutes les variétés que vous semez. Moi j'ai fait quelque chose d'assez global, j'ai pas détaillé par variété, j'ai détaillé par type de plantes potagères, voire par famille ou par groupe de plantes, et ça va être vraiment, vous allez pouvoir en tout cas l'adapter à votre sauce. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est pas forcément toutes les variétés de plantes qui sont référencées, c'est surtout comment on s'organise avec ces pages. Je vous montre. Alors, comme vous le savez peut-être, je stocke toutes mes semences dans un congélateur qui n'est pas branché, c'est juste l'idée d'avoir un peu une inertie au niveau de la température, que ça chauffe pas trop ou que ça n'ait pas trop froid l'hiver. Ça améliore la durée de conservation. Donc là l'idée c'est pas de vous montrer comment je m'organise là-dedans, c'est surtout que c'est là que j'ai mis mon tableau. Alors le document que je vous ai mis en lien, qui est sur mon site, qui est dans la description de la vidéo, ça va être ces feuilles là. En gros c'est tous les mois ce qu'il y a à semer, donc sur certaines pages quand il y a moins de choses à semer, il y a plusieurs mois. Et puis genre là le mois de mars, avril, mai, donc il y a un seul mois sur toute la page. Sur le tableau il y a une colonne semi-intérieure, une colonne semi-extérieure. Et ce que je trouve intéressant dans cet outil, c'est d'avoir plusieurs niveaux. Ce qu'il y a à semer ce mois-ci, je le mets ici. Une fois qu'on a passé le mois qui est ici, la feuille qui est ici, elle va aller en bas, donc ce qui a été semé le mois dernier. Celle qui est à semer le mois prochain, elle va passer donc ici, et puis là, il y aura à nouveau celle du mois d'après. J'espère que c'était clair à peu près. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'avec cette organisation, on sait ce qu'il y a à semer en ce moment. Si vous êtes bien organisé, vous retrouvez rapidement vos graines, vous semez maintenant. Et cette ligne-là va servir, on va dire, un mois après le semis. Ça va être à repiquer, ça va être à planter en pleine terre, ça va être à désherber, si ça a été planté en pleine terre, ça va être à désherber, à éclaircir. Donc ici, vous allez voir tout ce qu'il y a à semer là maintenant. Ici, vous allez voir tout ce qu'il y a à traiter après semis. Et cette ligne-là, c'est ce qu'il va y avoir à semer dans
1 mois, 2 mois, selon combien il y a de mois par page. Et donc ce qu'il y a à semer dans 1 mois, 2 mois, ça veut dire que, imaginons il y a des choses à semer dont vous n'avez pas les semences, ça va être le moment de les commander histoire de les avoir dans 1 mois. Si c'est des trucs à semer directement en extérieur, en pleine terre, ben, peut-être ça va être le moment d'anticiper parce que bientôt il y aura les semis de carottes, de radis, je sais pas trop quoi. C'est peut-être le moment de préparer la terre, de désherber, de pailler, comme ça au moment du semis il y aura juste à dépailler. Si vous travaillez avec des engrais verts, des trucs comme ça ou des couverts végétaux, ben, 1 mois avant ça sera peut-être le moment de détruire le couvert végétal pour qu'il ait commencé à se décomposer au moment du semis pour que ça nourrisse vos graines. Donc voilà, il va y avoir différentes façons d'utiliser cette chose-là. Comme je vous disais, moi c'est assez récent, je suis en train de le travailler l'outil, il n'est pas encore parfaitement au point, il y aurait moyen je pense d'avoir plein d'autres façons de l'utiliser, mais voilà, pour l'instant il en est là, donc moi je vous le propose comme ça pour l'instant. Si, je ne sais pas, si de votre côté vous avez des idées d'autres façons à faire, de comment le présenter mieux, là c'est vraiment fait un peu à l'arrache, mais voilà, en tout cas il commence déjà à être un peu fonctionnel comme ça, donc ben voilà, faites-en bon usage. Petit truc là par rapport à, du coup, à qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Comme je vous disais juste avant, c'est assez global ce que j'ai mis là, c'est pas forcément détaillé. C'est détaillé au mois, c'est pas détaillé à la semaine près. Si vous avez envie de quelque chose de plus précis, des calendriers de semis plus précis que ça, eh bien, je vous conseille d'aller voir sur la page de Olivier, le potager d'Olivier, où lui il a partagé ses calendriers de semis qu'il a fait en partenariat entre guillemets avec d'autres personnes de différentes régions. Donc en passant par Olivier, vous aurez des trucs un peu plus précis et ensuite vous pourrez le faire à votre sauce pour l'utiliser de cette façon-là. Voilà. Alors c'est le moment de faire les semis, donc je ne vais pas vous faire là une vidéo détaillée sur comment on fait des semis, je vous mets plutôt un lien pour aller voir la vidéo où je détaille vraiment tout sur les semis. Vu que je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire ici. Par contre voilà, je vais juste vous expliquer un peu comment je le fais moi maintenant. L'idée c'est d'avoir un endroit au chaud, forcément, un semis il faut que ça germe au chaud. Donc vu que c'est le début des semis, c'est peut-être le moment de préparer des châssis, il y a plein de façons de faire des châssis avec des bottes de paille et une fenêtre dessus comme le fait Damien, donc allez voir les vidéos de Damien aussi, il explique très bien comment il fait. Moi j'ai une grande serre dans laquelle je travaille, dans laquelle je fais une petite serre, donc là on est un peu en plein chamboulement, en plein travaux, on est en train de changer l'organisation, donc l'année prochaine je vous ferai des vidéos encore mieux sur comment s'organiser, mais là pour l'instant je me suis juste fait côté sud, donc le côté le plus ensoleillé, dans cette grande serre qui est fermée en cas de grand froid, une autre serre, donc moi j'ai doublé ma bâche côté extérieur, et puis remis ça que je vais fermer un peu plus efficacement pour avoir un endroit au chaud. Et voilà, moi je travaille avec une nappe chauffante parce que j'ai besoin d'une température stable et tout ça. Après il y a moyen de faire sur couche chaude, il y a moyen de faire pas mal de trucs, mais donc l'idée voilà, ça va être de préparer un endroit le plus ensoleillé possible, qui garde bien la température, qui ne descende pas trop la nuit, et puis pourquoi pas fermer pour qu'on puisse apporter une petite chaleur électrique ou autre, mais en tout cas plus l'espace est fermé, plus la chaleur va rester ici. Et ensuite voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo sur les semis. Alors février et plus globalement fin d'hiver, début de printemps, l'hiver c'est le moment où on a un peu de temps pour le faire, c'est la période où on va commencer tous les rempotages. Alors ça c'est peut-être plus adapté à ceux qui voudraient faire de la commercialisation et du coup qui ont besoin de garder des plantes en pot pendant un moment, ou alors qui ont des plantes qui sont en pot depuis un moment, ou alors ça peut être adapté à tous les gens qui veulent tout simplement garder des plantes en pot. Savoir qu'une plante, le terreau a beau être de la meilleure qualité que vous voudrez, au bout d'un certain temps il n'y a plus rien à manger dans le pot. Donc moi ce que je fais c'est cette période-là, je rempote. Il y a beaucoup de choses que je rempote en cours d'année, on le verra les prochains mois, mais en tout cas, en cette saison, c'est le moment où tout ce qui est en pot depuis fin d'année dernière, c'est rempoté d'office. Il y a différentes méthodes selon les plantes avec lesquelles vous allez faire vos rempotages. Pour certaines plantes, ça va être des plantes qui vont pousser, qui vont grossir, qui n'ont pas encore atteint leur taille adulte, et donc vous allez juste passer d'un pot de la taille qu'il fait au pot de la taille au-dessus. C'est pas la peine de passer dans un pot trop gros d'un coup, juste la taille au-dessus, c'est bien. On gaspillerait du terreau à passer d'un pot petit à un pot trop gros, puisque les racines vont essayer de filer jusqu'au bout du pot, puis une fois arrivées au bout du pot, vont tourner en rond et vont pas utiliser tout le terreau qu'il y a dans la zone un peu intermédiaire, ou en tout cas vont mal l'utiliser. Donc l'idée c'est vraiment de passer toujours dans la taille de pot au-dessus et pas passer dans un pot trop grand. Pour d'autres plantes, ça va être pas forcément une plante qui n'a pas atteint sa taille adulte, mais en tout cas une plante qui va se diviser. Je pense plutôt comme la menthe par exemple. La menthe, elle n'a pas une taille adulte définie, elle va gagner, elle va prendre toute la place. Plus le pot est grand, plus elle va prendre de la place. Par contre, le rempotage, c'est l'occasion de multiplier
ou de diviser, c'est la même chose en fait, c'est pas des maths. Du coup vous allez pouvoir d'un pot qui fait une certaine taille faire 3-4 pots de la même taille en multipliant donc vos plantes. Donc les plantes que vous allez pouvoir multiplier de cette façon, c'est toutes les plantes qui font des rhizomes comme les menthes, il y a les Houtunia, il y a les Rauram, coriandre asiatique, il y a voilà, donc toutes les plantes qui font des rhizomes comme ça. Après les graminées, vous pouvez les diviser aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez diviser. Ensuite, il y a autre chose qu'on peut faire, c'est si c'est des plantes qui sont à taille adulte, dans un grand pot avec une certaine quantité de terreau et vous pensez qu'il y a encore un peu à manger dans ce terreau, c'est pas obligatoire de rempoter. Par contre, c'est bien de les nourrir un petit peu. Donc ça va être bien de vous fabriquer un petit peu d'engrais pour pouvoir nourrir vos plantes. Là c'est la période où les plantes étaient en dormance pendant l'hiver et elles vont devoir redémarrer. Pour redémarrer, elles vont avoir besoin d'azote et d'autres éléments minéraux. Donc c'est bien que la plante puisse avoir à manger pour faire un joli démarrage. Sinon, une plante qui démarre mal au printemps, elle va pas forcément être bien productive dans l'année, ou en tout cas elle va pas être aussi jolie que vous le voudriez. Donc on va pouvoir fabriquer de l'engrais. Fabriquer de l'engrais, ça peut se faire de plein de façons différentes. Là je vais vous en citer 2 ou 3, mais je ne vais pas pouvoir les détailler parce que c'est pas l'idée de la vidéo. Mais il y en a un qui est très simple, que j'en ai souvent parlé, on en produit tous les jours, tous, c'est garanti, c'est l'urine. On peut récupérer son urine et la diluer à 10% dans de l'eau et déjà on nourrit pas mal en azote, phosphore, il y a encore d'autres choses là-dedans. Il y a aussi les purins végétaux. Purins végétaux, on connaît beaucoup le purin d'ortie, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle plante. Même limite, vous pourriez mettre un coup de tondeuse ou juste quand vous désherbez et récupérez des plantes, mettre ça dans de l'eau, un endroit un peu chaud, ça va fermenter, ça va faire des petites bulles, ça va fermenter. Une fois que ça a fini de fermenter, vous filtrez ça et ça vous vous en servez comme de l'engrais. Toutes les plantes contiennent des éléments minéraux et ça peut faire de l'engrais. On parle beaucoup de l'ortie parce que ça en contient beaucoup, ça contient beaucoup d'azote je veux dire, mais voilà, c'est pas la seule. Et puis moi je serais même plutôt partisan du mélange de plantes plutôt que de juste utiliser de l'ortie. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de mélanger différentes plantes. Autre truc qui peut être intéressant, c'est si vous faites du lombricompost. Lombricompost, en gros, c'est utiliser les vers de fumier, là, le Eisenia foetida, pour retraiter un peu tous nos déchets végétaux, déchets de cuisine. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en plus de produire un terreau qui est super intéressant, même si ça en produit pas tant que ça, et pour moi, c'est pas ça le plus intéressant, ça produit surtout une espèce de jus liquide noir, là, très noir. Et ça, pareil, on peut l'utiliser pour rajouter dans l'eau d'arrosage. C'est hyper intéressant pour les plantes adorent ça. Et puis pour finir, je dirais, quel que soit le produit que vous utilisez, ce qui sera le plus intéressant, ça sera d'utiliser plusieurs produits. Donc là, on n'est pas du tout dans la chimie ou quoi, où mélanger des produits, ça pourrait être dangereux. Là, on est dans des produits naturels et imaginez les plantes de quoi elles se nourrissent dans le sol. Elles se nourrissent du liquide qui sort du compost qui a en surface quand il pleut et que ça apporte ça en dessous. Ce compost, il est fait par les vers qu'il y a dans le sol, donc le lombricompost. Il y a des animaux qui vivent dans les forêts, qui urinent dans le sol, donc ça récupère aussi l'urine en passant. Il y a des plantes qui vont pourrir, fermenter, et donc vous pourriez très bien faire un engrais avec un mélange de jus de lombricompost, d'urine et de purin d'extraits végétaux, et mélanger tout ça et vous allez avoir une espèce de truc un peu complet qui va intéresser la plupart des plantes. Donc bien sûr, pour ceux qui voudraient être pointilleux, il y aurait certaines plantes plus intéressantes que d'autres pour certains cycles végétaux, pour la floraison, pour la fructification, juste pour la végétation. On dit souvent l'ortie est plus intéressante pour la phase végétative, c'est-à-dire quand une plante fait du feuillage, l'ortie est intéressante parce que ça contient plus d'azote. La consoude est plus intéressante pour la phase fructification parce que ça contient plus de potasse, mais là c'est vraiment si vous voulez être pointilleux et faire un truc, aller un peu dans le détail. Moi ce que je conseille, si vous ne maîtrisez pas trop ça, vous embêtez pas, faites un mélange de un peu tout ce que je vous ai dit, ou ne serait-ce que utiliser de l'urine ou un purin de plantes basique, et déjà c'est mieux que d'arroser une plante juste avec de l'eau. Donc voilà, en ce moment ça va être le temps de penser à nourrir les plantes pour qu'elles puissent bien démarrer avec un petit peu tout ça au choix. Autre chose à penser en ce moment, là c'est vraiment maintenant qu'il va falloir y faire attention, c'est pour tous les gens qui ont des plantes dans des serres. Moi j'ai une grande serre ici, pour les gens qui ont des vérandas ou en tout cas des gens qui ont des plantes dans des lieux clos, dans lesquels la température monte plus rapidement qu'à l'extérieur. Ces plantes là qui démarrent au printemps, il suffit qu'il y ait des pucerons dans votre serre. Les pucerons vont se régaler parce qu'il fait chaud, c'est humide, il y a de la lumière, donc ils vont pouvoir bien se développer. Les plantes sont en pleine végétation, sont
tendres, en plein début de croissance, les tissus sont tendres, donc les pucerons vont pouvoir aller se régaler dessus. Et le gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas toute la faune, toute la biodiversité autour qui va pouvoir réguler ces pucerons. Et moi, ça m'arrive souvent au printemps d'avoir des pullulations de pucerons dans ma serre, alors que là, la faune sauvage, pour réguler ça, n'est pas encore prête. Donc, je vais surtout pas vous dire d'utiliser d'insecticides, il faut faire attention avec ça, parce que du coup, si vous utilisez des insecticides sur ces pucerons, c'est cool, vous allez vous débarrasser des pucerons. Par contre, quand la faune sauvage va se réveiller, elle n'aura pas cette nourriture-là, et donc elle va aller s'éparpiller ailleurs. Donc ça serait bien qu'il en reste un petit peu de ces pucerons quand la faune, les prédatrices, va se réveiller. Mais du coup, surveillez un petit peu, que ça ne dépasse pas un certain stade. Moi, ce que je fais quand certaines plantes sont trop envahies et risquent de mourir, l'idée c'est quand même pas de perdre les plantes, et bien soit je fais avec un jet d'eau et j'essaye juste de les nettoyer, puis ou avec la main comme ça j'essaie de les affaiblir un petit peu, et comme ça j'arrive à calmer les pullulations. Et dans le pire des cas, si vraiment il y a des plantes sur lesquelles vous avez peur de les perdre, bon, il y a un truc que j'utilise quand même, et là faut pas se leurrer, oui c'est un insecticide. Un insecticide, ça n'est jamais sélectif, ça tue tous les insectes et ça tue tout ce qui se nourrit des insectes aussi, puisque ça supprime les insectes, les prédateurs peuvent plus s'en nourrir, donc il faut y faire attention. Mais voilà, dans ces périodes-là, si vraiment il y a des grosses urgences, j'utilise du savon noir, c'est pas compliqué, juste du savon noir liquide, une cuillère à soupe dans un litre d'eau un peu tiède pour que ça se dilue bien, et avec un pulvérisateur, on peut en mettre sur certaines plantes. Là, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est déjà essayer de l'éviter au maximum, on essaie de ne pas le faire si c'est possible, et si on doit le faire, ne traitez pas tout votre jardin, ne traitez pas toutes vos plantes en même temps, sinon vous allez tout détruire. Et comme je disais, l'idée c'est de calmer les pullulations, c'est pas d'annihiler, de supprimer complètement le puceron ou tous les insectes, puisque si vous les éradiquez complètement, toute la chaîne alimentaire va être perturbée derrière, et tous les prédateurs qui régulent tout ça dans votre jardin, ils vont aller ailleurs s'il n'y a plus rien à manger, et ça sera un cercle vicieux que vous allez mettre en place. Il va falloir continuer d'utiliser des insecticides et compagnie, et ça ne marche pas. Pareil, j'en ai souvent parlé, donc peut-être je mettrai là un lien sur la vidéo, vers la vidéo sur la biodiversité. On a le même principe avec les limaces. Je vois souvent moi des maraîchers dire moi j'utilise pas beaucoup d'anti-limaces, mais juste un petit coup au printemps au moment où ça pullule, et comme ça calme tout derrière. Et sauf que si vous faites ça, bien sûr vous allez calmer les pullulations, mais un petit peu après, au moment où les prédateurs des limaces se réveillent, si vous avez supprimé toutes vos limaces, le prédateur il n'aura plus grand chose à se mettre sous la dent, et la courbe de développement des prédateurs va pas être super intéressante, va pas être très efficace. Donc voilà, faites attention à pas trop supprimer ce qui vous gêne, puisque ça attire ce qui vous arrange derrière. Donc il faudrait essayer de ne pas le supprimer complètement, voire essayer de ne pas le supprimer du tout et faire avec. C'est un peu l'inconvénient quand on travaille dans une serre comme ça, on crée un milieu qui n'est pas complètement naturel, et plus on s'éloigne du naturel, plus on va créer des déséquilibres. Donc voilà, faire très attention à tout ça. Alors en ce moment, c'est aussi le moment où on commence à mettre de côté toutes les pommes de terre là qui commenceraient à germer. Moi, c'est pas parfaitement adapté à mon climat ici, c'est encore un peu tôt, puisque les pommes de terre qui démarrent trop tôt peuvent souffrir des gelées et ça détruit un petit peu les feuillages, donc c'est pas top. Donc je vais lancer ça peut-être un tout petit peu plus tard, mais je vais quand même commencer à mettre un petit pot, commencer à faire quelques tests. J'avais fait l'an dernier pas mal de tests avec les pommes de terre, juste semer des germes comme ça. Donc là sur des pommes de terre, je vais juste récupérer la partie qui germe comme ça, mettre ça en pot, et puis voir comment ça peut produire du plant efficacement. Avec une pomme de terre, on peut produire du coup pas mal de plants. Donc voilà, c'est le moment où on peut commencer à mettre de côté les pommes de terre qui germent, ou à aller acheter de la semence de pommes de terre pour les faire germer, pour pouvoir les planter bientôt. Hop. Et après, ça c'est mes petites habitudes à moi, l'arrosage. Au moins le premier arrosage, toujours par trempage, jamais par au-dessus, comme ça on commence pas par faire une couche un peu tassée en surface, et on rince pas le terreau, on garde un truc qui reste nickel, quoi. Donc je vous parlais maintenant de, c'est pas vraiment du design, c'est plutôt comment je positionne mes plantations dans mes différentes zones. À savoir que là je vais vous exposer un petit peu comment je fais moi, mais c'est pas la seule façon de faire, il y a vraiment une multitude de possibilités. J'ai des arbres qui commencent à être assez grands. Là j'ai un prunier là qui fait
allez, combien il doit faire, 5-6 mètres de haut peut-être. Un pêcher là qui est un peu plus jeune, qui doit faire un peu moins de 3 mètres de haut. Un cornouiller là qui est encore un peu plus jeune. Un coin de Chine là qui doit avoir 3-4 ans, qui fait bientôt 3 mètres de haut. Donc ça c'est des arbres qui commencent à être assez anciens, ça veut dire juste autour de ces arbres, ils vont prendre de l'eau un petit peu, ils vont prendre des matières nutritives, donc c'est pas vraiment au pied de ces arbres qu'il faut planter. Par contre il y a d'autres endroits où il y a des arbres plus jeunes qui ont été plantés, et au pied de ces arbres plus jeunes on pourra y mettre des plantations. Quand on plante un jeune arbre, on peut très bien faire des plantations potagères ou autres autour, et plus l'arbre grandit, plus on va éloigner les plantations. Ensuite, entre ces zones d'arbres, j'ai mes lignes de culture. Et dans ces lignes de culture, on va dire, ça va être sur certaines zones globalement de la plante potagère avec des rotations, des associations pendant l'année. Et en même temps, au bout de ça, ou sur certaines lignes, je vais avoir des plantes vivaces. Par exemple, sur ces lignes-là, j'ai une ligne avec du framboisier, où celle-là, ça reste que du framboisier. À côté, j'ai une ligne avec un ou deux arbres, et entre, c'est des potagères. Ici, c'est que des plantes annuelles, donc avec des rotations, mais en bout de chaque ligne, j'ai des plantes vivaces qui ne bougent pas. Et en gros, j'essaye de m'organiser comme ça. Il y a des zones où ça tourne et des zones où c'est fixe. Et régulièrement, sur toutes mes zones, il y a quand même des arbres, histoire de faire un petit peu d'ombre, couper un peu le vent, apporter un microclimat, ça dégage un petit peu d'humidité les arbres. Donc voilà, ça peut tempérer un peu les problèmes de sécheresse, de canicule qu'on peut avoir nous ici l'été. Donc tout ça après ça sera adapté selon vos régions. Si vous êtes dans une zone qui est trop humide et qui a besoin de sécher un petit peu, mettez pas trop d'arbres. Si vous êtes dans une zone plutôt sèche avec du vent, mettez des arbres, ça va aider un petit peu. Donc là au niveau des activités qu'on va pouvoir faire là en ce mois de février et qu'on peut globalement faire pendant tout l'hiver, ça va être tout ce qui est plantation d'arbres, c'est encore autant, tout ce qui est plantes vivaces, donc petits fruits et compagnie. Là quand je vous disais au pied des arbres on peut faire des potagères, moi au pied des arbres j'essaye quand même globalement d'y faire souvent du petit fruit, cassis, groseille, framboise, myrtille, selon la zone où vous êtes, le sol que vous avez, adapter les variétés à vos sols, à vos climats. Mais voilà, on peut y faire du petit fruit. Autour des petits fruits on va pouvoir y faire d'autres vivaces, des couvre-sols, pas très loin des arbres on va pouvoir y mettre aussi des grimpantes pour que ça monte. Et donc sur toutes ces plantations, donc surtout les plantations vivaces là, qu'on va disposer un peu partout dans le jardin, il y a différentes choses. Au-delà des plantations et de comment on place nos différentes plantes et surtout pour les plantes vivaces, ça va être surtout comment on utilise ces plantes une fois qu'elles sont positionnées pour en produire d'autres. Moi souvent c'est ce que j'explique aux gens, si vous voulez mettre beaucoup de plantes chez vous, soit vous avez les moyens d'en acheter plein, vous en mettez partout, soit vous n'avez pas envie de mettre trop de moyens là-dedans. Et l'idée ça va être d'en acheter au moins un exemplaire de chaque plante que vous voulez avoir sur vos terrains, vous les positionnez, vous les plantez, et ensuite, au moins l'année d'après, vous allez pouvoir les arracher pour les diviser. Et ça on peut le faire avec beaucoup de plantes. Là moi je peux vous montrer avec ces poires de terre, j'ai des topinambours, j'ai des consoudes, les framboisiers. Bon ça pourra peut-être attendre le mois prochain. Les choux d'Aubenton, une fois qu'ils sont bien développés, on va pouvoir les bouturer. L'idée ça va être de voir son terrain comme une pépinière de multiplication. Une fois que les plantes sont en place et bien développées, on peut les démultiplier rapidement. Alors je vous parlais des différents types d'engrais qu'on peut fabriquer soi-même pour nourrir ces plantes. Il y a autre chose qui peut être intéressant pour ceux qui se chauffent au feu de bois ou qui peuvent avoir accès à de la cendre. La cendre c'est un super apport de potasse, donc hyper intéressant pour la fructification. Donc si vous avez de la cendre, ça peut être le bon moment pour en saupoudrer un peu au pied de vos plantes fruitières, arbres fruitiers, petits fruits. Et ça va refournir au fur et à mesure que vous en mettez le sol en potasse pour avoir une fructification intéressante. Alors faites attention quand vous mettez de la cendre, ça a un pH qui est tellement basique que du coup ça va vraiment perturber le pH du sol et ça peut détruire la vie qu'il y a dedans. Donc il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, on va dire une petite poignée par mètre carré maximum. Donc si vous avez un grand jardin, c'est bien d'en répartir. Si vous avez beaucoup de cendre et un petit jardin, eh bien, vous pouvez faire de la lessive avec, vous pouvez faire d'autres choses avec, mais mettez surtout pas tout dans le jardin parce que ça peut être plutôt mauvais pour le jardin d'en mettre trop. Alors, en ce qui concerne les arbres, ça va aussi être le moment, donc comme le mois dernier, de les tailler. C'est pas encore trop tard pour les tailler. Comme j'expliquais, c'est pendant l'hiver, début d'hiver, on peut déjà commencer à tailler tout ce qui est à pépins. Pour ce qui est à noyaux, on va attendre un petit peu. Et il y a autre chose qu'il va falloir préparer bientôt. Ça sera plutôt à partir du mois de mars où on va commencer à greffer. Donc si vous voulez commencer à greffer à partir du mois de mars, là ce qu'il va faire maintenant, c'est préparer tout le matériel qu'il faudra. Donc selon comment vous greffez, il va falloir de toute façon avoir les couteaux. Donc si vous avez déjà les couteaux à greffer, les greffoirs ou autres, soit les amener chez le rémouleur, soit si vous savez faire vous, les affûter, les aiguiser pour qu'ils soient au mieux, au plus tranchant au moment où vous allez avoir besoin de greffer. C'est pas au moment de greffer qu'il faut s'en rendre compte. Des fois le temps sur lequel on doit greffer il est assez rapide, il ne faut pas trop se rater.
Donc, et au-delà des couteaux, ça va être tout le reste, hein, avoir soit les flexibandes, soit le mastic à greffer, soit tous ces trucs. Donc faites en sorte que d'ici le début du mois prochain, vous ayez tout le matériel qui soit prêt pour attaquer les greffes. Donc en ce qui concerne la taille des arbres, là je ne vais pas pouvoir vous détailler. Par contre, je peux vous mettre un lien vers la chaîne de Brian là, de l'Archipel. L'an dernier, il a filmé un cours que j'ai donné sur la taille. Il y a déjà quelques bases. Et puis j'essaierai bientôt de prendre le temps de vous faire des vidéos un peu plus complètes sur la taille. Allez, je vais profiter d'une petite accalmie là, pour essayer de finir cette vidéo. Donc cette pluie, là, ça me fait penser à d'autres choses qui peuvent être faites. Pas forcément que maintenant, ça c'est des trucs à bien garder en tête tout le temps. À partir du moment où vous avez ce genre de projet agricole, disons, et lié donc à ce qui se passe avec le temps, le climat, la nature, ça va être observé et pourquoi pas noter et pourquoi pas anticiper sur qu'est-ce qui pourrait se passer. Par exemple, là il pleut, donc ça va être pourquoi pas noter la pluviométrie. Moi je le fais maintenant depuis quelques temps et j'essaie vraiment de ne pas rater une pluie et à chaque fois que le pluviomètre se remplit, toujours noter pour avoir ma pluviométrie mois par mois et puis après à l'année et je vais pouvoir avoir des courbes et suivre un peu l'évolution de la pluie. Donc ça je pense que c'est assez important, à moins que vous ayez une station météo juste à côté. Ce que donnent les stations météo c'est pas forcément valable pour ce que vous avez chez vous. Moi petit exemple, dans ma zone géographique on est à 650 mm de pluie à l'année en moyenne. Moi là dans mon village, là ici c'est un endroit un peu particulier, je suis sur un sommet, on tourne autour des 900 à 1000 mm de pluie par an. C'est quasiment le double de ce qui est donné pour la zone. Donc voilà, ça peut être intéressant de surveiller, de noter ça. Par rapport à la pluie, ça peut être intéressant aussi quand il pleut beaucoup, surtout si vous avez des terrains qui sont légèrement en pente, de regarder où il y a les écoulements d'eau, où est-ce que l'eau ruisselle et ça va pouvoir vous donner une idée de où est-ce que vous allez pouvoir faire des rétentions d'eau, où est-ce que vous allez pouvoir mettre des endroits où ça va pouvoir capter l'eau pour remplir des cuves. Donc ça peut être hyper intéressant de le faire. Et donc il y a un peu les mêmes choses par rapport aux températures. Alors là c'est vraiment maintenant que ça c'est important. À partir du moment où vous lancez des semis, là souvent on s'emballe, on lance des semis janvier, février. Et quand il y a des gelées qui viennent derrière, on peut avoir pas mal de pertes. Donc ça peut être vraiment bien de surveiller la météo. Pas forcément regarder la température qu'il fait, mais pouvoir anticiper sur les prochains jours. Et si là il fait chaud, là moi ces jours-ci c'était 10-15 degrés la journée quasiment, et la météo annonce des gelées d'ici 4-5 jours là. Donc ces jours-là, ça va peut-être être les jours où il va falloir plus couvrir les semis, penser à fermer la serre, penser à la réouvrir le matin si ça gèle la nuit mais qu'il fait soleil le lendemain et qu'on ne pense pas à réouvrir la serre. Des fois le problème c'est l'inverse, c'est tout d'un coup il fait trop chaud parce qu'on n'a pas ouvert les serres. Donc voilà, pensez à anticiper ça et pourquoi pas noter aussi les courbes de température, ou au moins pas forcément noter comme la pluie à chaque fois, mais surtout noter les périodes sur lesquelles vous avez des gelées pour dans quelques années savoir à partir de quand il y a moins à s'inquiéter et à partir de quand il faut commencer à s'inquiéter ou jusqu'à quand il faut s'inquiéter. Donc voilà, ça peut être intéressant de l'anticiper, de l'observer, d'avoir en tout cas cette conscience par rapport au climat. Pour les températures, vous avez ce genre de petits outils là qui sont très bien. Donc c'est un thermomètre à mémoire de température maximale et minimale. Donc là, moi je sais que là il fait 8 degrés, mais depuis la dernière fois que je l'ai remis à 0, il a fait 23 degrés au maximum et c'est descendu à 4 degrés. C'est intéressant parce que du coup vous n'êtes pas forcément toujours sur place pour pour savoir la température qu'il fait. Et donc pendant la nuit, quand les températures descendent un petit peu, voilà, ça peut être intéressant. Hop, je remets à 0. Et donc ce genre de thermomètre, j'en ai dans différents endroits, comme là, dans ma serre à semis. Voilà, j'en ai un ici aussi. L'idée c'est de savoir voilà, la température qu'il a fait en extérieur, la température qu'il a fait sous abri et la température qu'il a fait dans ma petite serre à semis pour savoir voilà, s'il n'y a pas un petit souci par rapport au froid. Allez, on arrive au bout, ça fait déjà pas mal de petites choses à faire. Comme je vais le dire, je pense à chaque fois, cette vidéo n'est pas du tout complète. Il y aurait énormément d'autres choses à faire. Je pense que dans vos projets, il y a d'autres choses que vous faites. N'hésitez pas dans les commentaires peut-être à me dire des choses en plus qui auraient pu être faites ou que vous faites chez vous. Et ça me permettra, moi, à l'avenir, d'avoir des vidéos encore plus complètes. Ça permettra surtout aux autres personnes dans les commentaires de regarder un petit peu ce qui se fait en ce moment aussi. Si vous voyez des choses dans les commentaires qui vous plaisent beaucoup, n'hésitez pas à
liker aussi les commentaires, ça les fait un petit peu remonter aussi et ça permet à tout le monde de profiter des commentaires intéressants. Et je vous avais dit aussi qu'on irait voir d'autres projets, d'autres forêts fruitières. Donc là, moi j'ai commencé cette série mois par mois, un petit peu à la bourre le mois dernier. J'essaie de rattraper un peu le retard ce mois-ci, mais là du coup j'ai pas eu le temps d'aller voir d'autres projets. Donc vous n'aurez pas un autre projet dans cette vidéo. Par contre, je pense que d'ici une semaine ou deux, je vais vous partager la visite d'une forêt fruitière qui est pas loin d'ici, que je vais aller voir là bientôt. Et puis j'espère qu'à partir du mois prochain, j'arriverai à me caler un petit peu mieux. Mais voilà, comme je disais, c'est le printemps, il y a beaucoup de choses à faire, j'ai un peu du mal aussi à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura servi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre des petits pouces bleus. Ça la fait un peu remonter dans les référencements de YouTube et ça sert. Donc merci pour ceux qui le font. Si ma chaîne vous plaît, vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee. Et donc comme d'habitude, merci à tous les tipeurs qui me soutiennent. Comme je dis à chaque fois, cette chaîne fonctionne grâce au soutien financier de tous les tipeurs qui me suivent. Donc un grand merci à vous. Si vous aussi vous voulez rejoindre cette communauté de tipeurs, je vous mets les liens dans la description, par ici et en fin de vidéo, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Voilà, et sinon je vous dis à tous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!